On reçoit aujourd'hui Maître Dubuc et Maître Coutan. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. On est très heureux de vous recevoir aujourd'hui pour discuter de ce sujet passionnant qu'est la blockchain et surtout de ses applications dans le milieu juridique. Je tiens également à remercier Christophe Guillauminck et ses équipes de nous accueillir au sein de leur studio IMA-Sud, ici au 1000 à Aix-en-Provence. Et donc avant d'entrer directement dans le vif du sujet, je vais commencer par vous présenter brièvement. Maître Coutan, vous êtes commissaire de justice associé chez Caliac. Caliac, huissier Provence-Côte d'Azur. Vous êtes également président fondateur du réseau d'huissiers Caliac. Donc c'est un réseau dont nous reparlerons plus tard dans l'interview, puisque c'est ce réseau qui a co-créé la blockchain KG Secure. Maître Dubuc, quant à vous, vous êtes avocat et cofondateur du cabinet Bruzo-Dubuc à Aix-en-Provence. Vous êtes également l'un des cofondateurs de la plateforme monjuridique.infogreffe, dont nous parlerons également plus tard, puisqu'il y a une solution blockchain qui est incluse dans cet outil numérique. Et donc, si on a fait le choix de vous inviter tous les deux aujourd'hui, c'est parce que vous êtes deux spécialistes de la blockchain. Non seulement vous maîtrisez le sujet, mais surtout vous l'utilisez au quotidien dans votre métier. Et c'est d'autant plus intéressant que la blockchain est apparue à ses débuts comme une technologie capable de remplacer nos tiers de confiance. Alors évidemment, aujourd'hui, avec le recul, on a bien conscience que ce n'est pas le cas et on peut affirmer que, loin de remplacer nos tiers de confiance, en réalité, cet outil peut constituer un véritable atout dans leur pratique professionnelle. Et c'est ce que nous allons donc comprendre avec vos différents parcours respectifs. Maître Coutan, Maître Dubuc, quel a été votre parcours universitaire et quelles ont été les grandes étapes de votre carrière professionnelle jusqu'à aujourd'hui? Alors en ce qui me concerne, j'ai fait mes études à Aix-en-Provence, où j'ai obtenu un doctorat en procédure civile. J'ai enseigné pendant 14 années à l'université d'Aix-en-Provence, principalement le droit des affaires au début, les entreprises en difficulté, le droit des sociétés, puis après les voies d'exécution et la procédure civile. Je suis commissaire de justice maintenant, mais avant huissier de justice depuis plus de 25 ans sur Aix-en-Provence. J'ai eu des fonctions ordinales puisque j'étais président de la chambre départementale et vice-président régional des huissiers de justice et cofondateur maintenant de la blockchain KG Secure et président fondateur du réseau Caliac qui regroupe plus de 200 huissiers commissaires de justice en France. Maître Dubuc. D'abord, je voulais vous remercier infiniment de nous avoir invités. C'est très, très agréable. Et puis, on a beaucoup de respect et un peu d'admiration pour l'Institut Portalis. Donc, voilà, je vous en sais gré. Donc, de mon côté, j'ai souhaité embrasser la profession d'avocat lorsque j'avais assisté à un procès, lorsque je fus en 3e année de droit. J'ai embrassé la profession 1 an et demi plus tard environ, lorsque j'étais en Master 1 à Aix-en-Provence. J'ai prêté serment en janvier 2013. J'ai débuté comme collaborateur. Je me suis associé environ 2 ans après avec Philippe Bruzo. On a créé un cabinet, une petite boutique, je veux dire intergénérationnelle avec lui et après avec d'autres associés où on s'est spécialisé sur les dossiers à enjeu en droit des affaires. Voilà, avec des expertises et des associés qui sont des contreparties fortes dans les dossiers et avec un département dédié à l'innovation et à la technologie blockchain. Donc, je pense que c'est une des raisons pour laquelle, j'ai l'honneur d'être invité aujourd'hui. Très bien, merci. Cette interview s'adresse à un public de juristes dont beaucoup ignorent ce qu'est la technologie blockchain et quelle place cette dernière s'apprête à occuper dans les métiers du droit. Dès lors, quelle définition de la blockchain pourriez-vous donner à un public de juristes profanes ? En ce qui me concerne, je dirais que la blockchain est une technologie de stockage de l'information et de transmission de cette information et de manière décentralisée. Pour résumer très brièvement, après, elle a 4 fonctions, j'allais dire, principales. La première, donc, stockage, traçabilité et infalsifiabilité des documents qui sont insérés dedans. La deuxième fonction, c'est, on en parlera tout à l'heure, les smart contracts, c'est-à-dire des procédures automatisées via la blockchain. La troisième fonction, j'allais dire, c'est les NFT, on en parlera aussi plus en détail
tout ce qui est jetons non fongibles, fongibles, les tokens, les utility tokens, les equity tokens. Et enfin, la quatrième fonction, ce qui est la plus connue du grand public, c'est tout ce qui est crypto-monnaie. Bon, alors on connaît tous le Bitcoin, l'Ethereum, mais il y a tellement d'autres crypto-monnaies. Et je pense qu'on abordera ça plus en détail tout à l'heure. Alors, je vais essayer de me départir de l'excellente définition qui a été donnée. La blockchain, pour moi, je vais essayer de sortir un petit peu de la définition légale et de sortir de la définition technique. C'est pour moi la façon d'enregistrer une transaction de façon immuable sur un registre. Et cette transaction, dans la mesure où on peut l'enregistrer sur un registre, elle est décentralisée puisque personne n'a vocation à l'enregistrer ou à s'assurer qu'elle a bien existé. Donc ça, c'est la blockchain. C'est un logiciel qui a énormément d'applications. Et il y a des applications, à mon avis, essentielles et évidentes pour les professionnels du chiffre et du droit. Pour moi, c'est vraiment... c'est paradoxalement les professions réglementées qui ont vocation à s'emparer de façon le plus naturelle possible cette technologie. Je dis paradoxalement puisque c'est une technologie qui a priori a la vocation à se passer des tiers de confiance. Et on se rend compte en réalité que c'est un peu l'inverse et que presque toutes les professions réglementées, avocats, notaires, commissaires de justice, huissiers, les anciens commissaires de justice, utilisent aujourd'hui certaines applications de ce logiciel-là. Donc les juristes ne sont pas très nombreux en fait à se saisir de ce nouvel outil technologique. En vous adressant à vos confrères et même à des étudiants qui pourraient nourrir le souhait de se spécialiser dans ce secteur, quels intérêts pourriez-vous mettre en avant à se former sur la blockchain, justement en tant que juriste? Alors si vous souhaitez que je réponde dans un premier temps à cette question, d'abord je crois qu'il faut se méfier de se spécialiser dans une technologie finalement parce qu'il n'y a pas de droit de la blockchain. Quand Internet est arrivé, on n'a pas dit il y a les spécialistes du droit de l'Internet. En réalité, Internet a pu créer des réseaux sociaux. Après, il y a eu les avocats qui sont spécialisés un peu en droit des plateformes. Est-ce que Facebook a le même droit que Google, que Microsoft ou que certaines places de marché? Donc, je crois qu'il faut faire attention, à mon avis, à ne pas confondre la maîtrise d'une technologie avec la capacité de vivre avec elle. Et je pense que ce soit la technologie blockchain ou l'intelligence artificielle, je crois que c'est intéressant pour les juristes, quelle que soit d'ailleurs leur génération, d'être curieux et de s'approprier quelque part les bénéfices et les vertus de l'innovation, sans tomber non plus dans un deuxième, pour moi, un deuxième défaut, ou un deuxième écueil, qui est ce que je vais qualifier d'hubris et la démesure de la technologie. C'est cette pensée finalement que grâce ou à la faveur de la technologie blockchain en l'occurrence, tout va changer, rien ne sera plus comme avant. Je crois que c'est vraiment exagéré. Donc je crois qu'il faut être mesuré, il faut comprendre ce qu'est la technologie, ce qu'elle apporte objectivement, ce qu'elle pourrait apporter demain dans une logique un peu plus prospective, et considérer qu'il est sain et il est habile pour les juristes d'aujourd'hui de cohabiter avec cette technologie. Ça ouvre des champs, effectivement, on va en parler quand on parle de tokenisation de l'immobilier, par exemple. On est avant tout dans une logique en droit de société, en droit fiscal et en droit réglementaire. C'est comment diviser un droit d'immobilier pour que des personnes qui ont des connaissances en finance ou non puissent acquérir une fraction d'un parc immobilier à l'instar des CPI qu'on propose via des conseillers en gestion de patrimoine. Mais c'est pas indispensable d'être un expert, je dirais, dans la technologie blockchain. Il faut avant tout avoir une expertise forte, à nouveau, dans des matières qui sont des matières dites traditionnelles, mais ajouter peut-être une petite couche qui vient, je vais pas dire sublimer vos qualités traditionnelles, mais dans mon esprit, c'est un petit peu cela. C'est-à-dire que c'est d'abord parce qu'on a un fondement juridique solide qu'on peut ensuite se permettre d'accéder aux vertus de la technologie. Je crois que l'inverse, à mon avis,
peut être un petit peu dangereux, puisqu'on l'inverse du coup peut amener certains juristes à se spécialiser, par exemple, je veux dire dans les NFT. Aujourd'hui, on a beaucoup de juristes qui disent moi je suis spécialiste dans les NFT. Oui, mais les NFT c'est pas forcément encore une catégorie juridique à part entière, et il y a beaucoup de NFT. Et un contrat institut personnalisé, ça peut être un NFT comme une carte d'accès à un membre de gentleman. Il faut se méfier de ça. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Alors je rebondis, je partage tout à fait le point de vue de Maître Dubuc. En fait, il faut être tout ce qui est ces nouvelles technologies, telles que la blockchain, nécessite des connaissances solides dans les pans classiques du droit. J'allais dire, moi qui suis privatiste à la base, le droit des contrats, voilà, le droit des sociétés, le droit des affaires, le droit de la propriété intellectuelle, parce qu'en matière de propriété intellectuelle, il y a des éléments, ça va entraîner des choses très importantes, notamment les NFT. Je voyais sur tout ce qui est art aussi. En matière d'art, vous aviez Art Basel à Miami. Il y a de ça 2-3 ans, c'est un salon énorme de vente d'art contemporain. Vous aviez quelques NFT en matière d'art. Maintenant, il faut savoir que 20% du marché d'Art Basel en novembre 2022 reposait sur des NFT. Mais en fait, à la base, il faut des juristes qui maîtrisent de manière très profonde le droit des obligations, le droit des sociétés, le droit fiscal aussi, parce que les conséquences fiscales peuvent être très importantes, et s'intéresser un tout petit peu à ça, à ces nouvelles technologies, pour justement les adapter le droit par rapport à ces nouvelles technologies. Et donc là, si je comprends bien ce que vous dites, c'est donc d'être d'abord de bons juristes avant de rentrer dans une spécialisation sur la blockchain. Parce que la question qu'on allait vous poser, c'était surtout, est-ce que vous avez été formé en fait sur la blockchain, ou est-ce que vous avez simplement fait des recherches de votre côté, ou est-ce que vous avez collaboré par exemple avec des spécialistes du domaine, des gens capables de traduire à des juristes des considérations informatiques très techniques pour que vous puissiez justement appréhender ces concepts-là, ou non, c'est vos propres démarches qui vous ont permis d'acquérir justement ces connaissances? Alors, moi, en ce qui me concerne, l'approche est vraiment très originale. Je me suis formé sur le tas, en fait. Donc, je n'ai pas eu de formation particulière. C'est un peu le hasard qui m'a conduit à m'intéresser à ces problématiques, puisque dans le cadre du réseau que je préside, on souhaitait lancer une start-up innovante, une legal tech, comme on dit, avec le réseau Jessica, qui est le plus important réseau français d'avocats. Ils sont plus de 3000 avocats. Et donc, c'est comme ça qu'on s'est intéressé pendant la pandémie, à l'époque, en 2020, qu'on était confiné à ce projet. C'est comme ça qu'il a débuté avec le président de Jessica. Et un informaticien qui, par contre, fait autorité dans le domaine, qui est Monsieur Faradji, qui est le président de KG Secure, qui lui nous a un peu fait partager ses connaissances. Mais c'est vraiment, je me suis appris sur le tas. Alors de mon côté, c'est un petit peu différent. L'approche qu'on a eue, alors d'abord on a appris avec les clients au tout début. C'est-à-dire qu'il y a environ 6 ans, on a participé, on a été mandaté pour structurer des levées de fonds de type ICO, donc des émissions de jetons Initial Coin Offering, en rappel et en écho aux IPO, donc aux introductions en bourse. Et on a réalisé les premières ICO en droit français, alors qu'aucune réglementation n'existait. Donc là, on était vraiment, au début, c'était le Far West. Il faut quand même expliquer les choses. C'était le Far West sur la réglementation parce qu'il n'y en avait pas. C'était le Far West sur la structuration parce qu'on découvrait finalement des nouvelles manières d'investir dans les sociétés de façon non dilutive avec des investisseurs atomisés partout dans le monde entier. Et donc, on a découvert vraiment le potentiel avec les clients au début dans le financement. Il y a eu une deuxième vague qui était la vague des propriétaires de cryptoactifs qui parfois avaient des fortunes ou des grandes fortunes qui étaient stockées sur une clé USB. Donc ceux-là, il a fallu s'en occuper. Donc là, après, on a là aussi, on a travaillé avec nos départements pour justement essayer de qualifier et essayer
démocratiser avec quelques cabinets qui étaient un peu à la pointe dans ce domaine avec nous, puisqu'on a vraiment commencé, il y a toujours 4 ou 5 cabinets, il n'y en a pas énormément plus, qui étaient un petit peu à l'origine et qu'on retrouve encore aujourd'hui, avec qui on s'entend très bien. Donc on a travaillé avec les clients, on a travaillé avec les confrères, et ensuite on a travaillé avec, avec les professionnels du secteur, avec des ingénieurs, avec des mathématiciens, avec des probabilistes, avec des tokenomistes, qui réalisent finalement l'économie, le design du token lors des émissions de jetons. Et on a travaillé aussi avec des acteurs réglementaires, hein, des huissiers qui nous ont demandé de structurer leur proposition de valeur, des greffiers qui avaient parfois des sujets justement et qui souhaitaient s'emparer de la technologie, des notaires, l'État de Monaco où nous on est intervenu pour rédiger un projet de loi pour faire circuler les titres sur la blockchain. Des projets très innovants où on voulait intéresser les salariés avec la technologie blockchain, des acteurs parfois étrangers qui souhaitaient tokeniser des actifs comme l'immobilier ou autres. C'est des sujets qui sont encore vraiment d'actualité. Et donc voilà, il y a vraiment trois logiques d'apprentissage. Une par les clients lorsqu'il n'y avait rien, une avec les confrères où on a essayé de faire émerger des bonnes pratiques en France sur ce domaine-là, et une où on a vraiment co-travaillé avec certains professionnels déjà implantés qui ont permis de nous faire comprendre leurs problématiques pour voir dans quelle mesure la blockchain était adaptée ou non d'ailleurs à leur sujet en dehors de l'aspect purement marketing, parce qu'il y a aussi une partie purement marketing dans la blockchain. Il ne faut pas non plus complètement l'édulcorer ou passer à côté, mais il y a aussi des vrais cas d'usage. Et je crois que c'est ça l'intérêt, c'est de pas confondre la bulle marketing qui existe avec une évolution un peu structurelle de certains usages. Et justement, quel regard portent sur vous vos confrères quant à votre intérêt et votre usage de la blockchain dans votre métier? Est-ce que ça les interroge? Les confrères sur notre cas d'usage? Il faut les interroger eux. Après, on n'en a que les remontées nécessairement agréables, puisqu'évidemment, la confraternité, c'est une haine vigilante, c'est selon le terme d'un bâtonnier disparu. Non, je crois qu'au début, alors je vais vous livrer une anecdote, puisque peut-être que le format s'y prête. On a vraiment commencé avec un de nos clients qui nous a proposé il y a 6 ans de nous régler nos honoraires en cryptoactifs. Et il nous a dit, écoutez, du vu que c'était un très très jeune et très bon entrepreneur, qui est toujours excellent, et qui nous a dit, voilà, est-ce que tu souhaites être payé en cryptoactifs? C'était pas des montants très importants, mais est-ce que déontologiquement on avait le droit de le faire? Et on s'est dit, finalement, est-ce qu'on peut accepter des espèces si on les déclare? Oui. Est-ce qu'on peut accepter les cryptoactifs si on les convertit directement? A priori, c'est une vraie question. Est-ce que l'origine des fonds doit s'en assurer ou pas? Est-ce que comptablement, comment on arrive à comptabiliser cela? Et en même temps, on arrive aussi, les avocats ont une certaine liberté pour se faire régler. Il y a des dations en paiement, il y a certains artistes qui payent parfois en œuvre d'art. Il y a des clients qui payent, presque en faisant des truffes à Noël. Pour le coup, ce sont des cadeaux, c'est pas une modèle de règlement. Du coup, on s'est interrogé, on a pris le parti d'accepter, ce qui d'ailleurs ensuite a été confirmé par le barreau de Paris et par le CNB, qui n'y a pas vu de difficulté. Et aujourd'hui, l'UNICEF, Volvo, beaucoup de gens, même dans le retail, acceptent les cryptoactifs. Donc on a commencé avec ces modalités de règlement de nos honoraires, et il se fait que ce n'est pas forcément maîtrisé, mais les échos en ont parlé. Au moment où la bulle du Bitcoin, où le Bitcoin était à un niveau assez haut. Et donc à ce moment-là, on en a parlé. C'était public. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, les confrères ont pu effectivement, à une époque où c'était un peu marginalisé, penser qu'on était des hurluberlus. Et ils n'avaient pas forcément totalement tort. On ne savait pas exactement. D'abord, c'était un pari. Ensuite, c'était un pari osé. Et ensuite, on n'avait pas de recul sur la technologie il y a 6 ans. Aujourd'hui, c'est devenu excessivement
excessivement commun et excessivement partagé. Alors, il y a une espèce de consensus aujourd'hui sur le fait que, évidemment, la technologie a un avenir en dehors des cryptoactifs purs qui peuvent être parfois se prêter à quelques divergences. Donc, voilà, je crois qu'il y a 6 ans, et c'est pas, je ne fais pas cette référence par rapport à notre propre pratique, mais il y a 6 ans, c'était effectivement l'aube le secteur était à l'aube de son démarrage. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas, puisque c'est souvent lié au cours du Bitcoin, bien qu'il y ait des projets structurels qui avancent indépendamment du cours. Mais je crois qu'aujourd'hui, s'il y a 6 ans, c'était à nouveau très atypique. Aujourd'hui, ça l'est beaucoup moins. Il y a énormément de confrères qui rentrent sur ce secteur-là et sincèrement, on en est content parce que plus il y a de monde, plus le secteur se développe et plus parfois on arrive à faire émerger des bonnes pratiques et ça montre qu'il y a une vraie vivacité du marché. Quant à vous, Maître Couteau? Alors, au niveau des huissiers commissaires de justice, au début, les confrères étaient assez dubitatifs. Nous, lorsqu'on a eu l'idée de créer KG Secure, c'était pour justement se différencier, offrir quelque chose de quelque peu différent, une valeur ajoutée à nos clients. Et en fait, c'est le cas, mais on a décidé récemment d'ouvrir ce produit à l'ensemble des commissaires de justice. Alors c'est très récent, ça a quelques jours, mais on va proposer à toutes les sociétés informatiques qui équipent les commissaires de justice en France, et notamment certaines qui équipent aussi les notaires, d'intégrer notre blockchain. Et ils étaient en demande en fait, ils étaient en demande. Et comme disait à juste titre Maître Dubuc, en fait, plus il y a de professionnels qui rentrent dans un domaine, plus c'est quelque chose de positif en fait. Ça fait développer le domaine. Donc là, on va ouvrir ce produit aux confrères en quelque sorte, voilà, via leur logiciel professionnel. D'accord. Maître Dubuc, vous êtes l'un des cofondateurs de monjuridique.infogreffe, un outil juridique au service des entreprises comportant de nombreuses fonctionnalités. Ainsi, pouvez-vous nous parler de cet outil dans sa globalité et plus précisément de son lien avec la blockchain? Oui, alors c'est une histoire qui a débuté il y a environ 2 ans et demi avec quelques cofondateurs. On s'est donné comme mission de fluidifier le parcours actionnarial et les formalités que doivent réaliser une société tout au long de sa vie une fois qu'elle est immatriculée. C'est-à-dire qu'une fois qu'elle est immatriculée dans une SAS, par exemple, vous devez tenir un registre de mouvement de titres, vous devez formaliser les cessions d'actions avec des ordres de mouvement qui peuvent se remplir parfois un peu automatiquement, vous devez organiser les assemblées générales et vous pouvez organiser le vote électronique et tout ça, vous devez le stocker. Avant la solution Mon Juridique, tout se faisait en version papier, parfois correctement, parfois avec une certaine légèreté. Et ça pose énormément de difficultés puisque l'opposabilité au tiers d'une cession, évidemment, est reliée à la tenue du registre de mouvement de titres. Donc, il a été décidé de proposer à toutes les sociétés une solution complète qui permette de gérer les titres, de savoir qui est actionnaire de quoi, ce qui permet également d'associer la réflexion aux bénéficiaires effectifs, de pouvoir savoir quand une personne cède une action, que ça se fasse directement sans qu'il y ait 4 ou 5 intermédiaires qui aient à formaliser cela, de pouvoir organiser les assemblées générales éventuellement à distance avec une signature électronique et des PV d'AG qui, s'ils ne se remplissent pas automatiquement, du moins l'intelligence artificielle permet de savoir où est-ce qu'il faut signer, quand, comment, et d'envoyer les actes à la signature électronique, ce qui permet de gagner énormément de temps, parce que chaque société doit chaque année valider ses comptes, en tout cas pour la société commerciale, et stocker l'ensemble de ces éléments sur un coffre-fort numérique qui permet là aussi d'offrir de la sécurité et de la transparence, le tout connecté au greffe, puisqu'Infogreffe a été séduit par cette proposition de valeur et a signé un contrat et s'est approprié la solution, voilà. Ce qui nous permet de travailler en synergie avec un acteur aujourd'hui incontournable au service de la vie des entreprises
qui permet d'entreprendre en confiance et qui permet d'offrir justement cette garantie, cette sécurité dans un parcours intuitif et digital qui est relié à Infogreffe. Voilà un petit peu, je dirais, la proposition de valeur de Mon Juridique qui est intéressante parce que ça n'existait pas auparavant. L'intérêt de la blockchain, en l'occurrence dans Mon Juridique, elle se situe au moment de la signature des ordres de mouvement de titres, puisque la signature est horodatée sur une blockchain privée, ce qui permet à nouveau d'apporter une couche supplémentaire dans la sécurisation des opérations. J'ajoute qu'il y a un décret du 24 décembre 2018 qui permet aujourd'hui de faire circuler les titres sur un registre distribué. Et on s'est inspiré finalement de cette réglementation pour proposer cette proposition de valeur à nouveau qui est aujourd'hui proposée à toutes les entreprises françaises via Infogreffe. D'accord, merci. Alors, Maître Coutan, quant à vous, vous êtes l'un des cofondateurs du coup de KG Secure. Il s'agit d'une blockchain privée qui, elle aussi, propose de nombreuses fonctionnalités qui sont liées à la blockchain. Et l'une des particularités de cette blockchain, c'est notamment que les entreprises intéressées peuvent devenir elles-mêmes des nœuds du réseau de cette blockchain. Donc là, il sera peut-être nécessaire d'expliquer ce qu'est un nœud du réseau d'une blockchain. Il faudra peut-être aussi expliquer la différence entre les blockchains privées et les blockchains publiques, notamment en matière d'anonymat, puisque ce dernier est levé dans les blockchains privées. Et c'est d'ailleurs un intérêt majeur en matière de traçabilité, puisque la traçabilité, c'est l'une des garanties de KG Secure. Donc, pouvez-vous du coup nous décrire cet outil, KG Secure, ses usages, et puisqu'il s'agit d'une blockchain privée, est-ce que vous pouvez également nous expliquer la différence en fait avec une blockchain publique? Oui, avec plaisir. Alors en fait, KG Secure, bon, moi je suis cofondateur de KG Secure aux côtés du président de Jessica, d'un confrère de 3, Maître Berton, et de Monsieur Faradji, qui est le président de cette société. La question qui s'est posée, c'était de savoir, bon, ce qui me concerne, sous le regard de l'huissier de justice, commissaire de justice, qu'est-ce que pouvait apporter à mon métier la blockchain en outil métier, en fait, en complément de l'informatique, de mon informatique professionnelle. On s'est rendu compte rapidement qu'on avait un problème de secret professionnel, c'est-à-dire que en fait, lorsqu'on retournait les actes à nos requérants, nos clients, des sociétés, des avocats, on n'était pas sûr que la personne qui recevait l'acte dans sa boîte mail soit le véritable destinataire. Et en fait, à notre sens, à mon sens, on ne respectait pas donc le secret professionnel. Donc l'idée a été de se dire, on va passer par un processus de blockchain pour justement garantir nos clients qu'ils seront bien le destinataire de l'acte qu'ils nous ont confié, et en le partageant, excusez-moi, et en le partageant, ça a valeur de signature sous format IADS, on ne va pas rentrer dans des considérations techniques, mais en fait on est sûr que la personne qui a consulté le document est bien la personne qui nous a requis. Donc ça c'était, j'allais dire, le souci de base. Après, on s'était dit, ce qui est important, c'est offrir aussi à nos clients un backup sur tous les actes qu'ils nous confient. Bon, ça c'est assez classique, hein, mais c'était un service complémentaire et un backup surtout avec une caractéristique, c'est que les actes qui sont stockés ne pouvaient pas être modifiés, sont infalsifiables, ce qui est d'autant plus important pour des actes issus d'un officier public et ministériel. Enfin, on était aussi intéressé, lorsqu'on a créé ce projet, par les problématiques de traçabilité. C'est-à-dire que certains de nos clients, qui sont par exemple des promoteurs immobiliers, souhaitent, on leur fait des constats en matière de travaux, ou avant travaux, ou de retard de travaux, ou d'abandon de chantier, et ils transmettent ces constats à d'autres personnes, et on a souhaité que ceci soit inscrit lorsqu'il y a transmission d'un document qui est déposé dans le registre de la blockchain. Le destinataire ne pouvant pas dire qu'il n'a pas reçu le document. Donc c'était la problématique à la base. Le projet a débuté en mai 2020,
Donc c'est assez à la fois récent. Il a évolué au fur et à mesure. Il a été présenté officiellement en 2021, en octobre 2021, lors du congrès international de Jessica qui avait lieu à Marseille, et réellement mis en route en janvier 2022. Donc c'est assez récent. Sachant que très rapidement, on s'est dit, on va... Alors, à l'heure actuelle, on est la plus grosse blockchain privée de France, c'est-à-dire qu'on est actuellement plus de 50 nœuds, ce qui est considérable, hein. Ça paraît pas beaucoup, mais c'est beaucoup, parce que c'est des technologies qui sont récentes, constituées de 40 études de commissaires de justice du réseau Caliact. Notre objectif est de passer aux 85, hein. Et le réseau Jessica, pour l'instant, 10 cabinets d'avocats, dont certains qui sont spécialisés dans ces technologies, sont nœuds. L'objectif, eux, ils sont plus de 300 cabinets. Ça serait qu'eux aussi intègrent en totalité cette blockchain. Et l'association Caliact, que je préside, et l'association Jessica aussi est membre de cette blockchain. Donc, c'est un outil métier, mais j'allais dire le chiffre d'affaires de cette société, qui est une société commerciale, KG Secure, en fait, les logiciels métiers, l'aspect huissier, commissaire de justice ou avocat, ça risque d'être 0,0001% du chiffre d'affaires de cette société, puisqu'on a décidé de l'ouvrir maintenant à toute société commerciale, entité commerciale qu'il souhaite. C'est-à-dire de pouvoir intégrer cette blockchain privée. Qu'est-ce qu'une blockchain privée par rapport à une blockchain publique? Dans une blockchain privée, on connaît exactement qui la constitue, les nœuds de cette blockchain. Vous allez sur le site internet de KG Secure, vous avez une idée des gens qui la composent. Il va donc y avoir des sociétés commerciales qui vont intégrer cette blockchain, c'est-à-dire connecter un serveur. Un nœud, c'est un serveur qui tourne dans la blockchain, rattaché aux autres serveurs, hein, en lien avec les autres serveurs. Et donc, ces sociétés, on a par exemple une société qui est dans le domaine du laboratoire. Bon, l'intérêt, c'est notamment pour la propriété intellectuelle. Ça permet, notamment dans la blockchain KG Secure, on a un produit qui s'appelle Secure Mail, qui est un produit extrêmement innovant. On est pour l'instant les seuls à le proposer, c'est-à-dire qu'on insère l'adresse mail de son correspondant. On met bien sûr son adresse mail, on met le texte qu'on souhaite et les pièces détachées qu'on veut rajouter, hein, les documents. Et tout ceci est inscrit dans la blockchain avec eurodatage. On sait même si la personne, le destinataire, a ouvert ou pas. Alors on ne sait pas s'il a lu, bien entendu. Ça, c'est le seul problème. Ou s'il a compris. S'il a compris. Ça sera une possibilité peut-être pour les avocats, justement, après de plaider, de dire, vous voyez, il a ouvert, mais il ne l'a pas lu ou il n'a pas compris. Mais c'est vrai qu'on arrive, par exemple, donc pour des sociétés, c'est assez intéressant parce que dans certains domaines, ou même de phase précontractuelle, entre société, entreprise, ça démontre qu'il y a des transferts de mails avec des documents, des pièces précontractuelles. Donc tout ceci, on a décidé de l'ouvrir aux entreprises et ça commence à se développer, notamment, alors après on parlera de tout ce qui est NFT, mais aussi on a des entreprises dans le domaine de tout ce qui est wine and spirit qui sont plus qu'intéressées, puisqu'on a une entreprise qui a décidé de tokeniser, de faire des NFT de bouteilles de champagne. On l'ouvre en fait aux entreprises. C'est un produit qu'on a décidé d'ouvrir et de ne pas garder spécifiquement dans le domaine des commissaires de justice ou des avocats. Donc là, vous avez parlé des fonctions de stockage de la blockchain, de traçabilité, mais il y a aussi une autre plateforme, DirectAct, qui est en lien du coup avec la blockchain KG Secure et qui permet justement d'exécuter des smart contracts. Alors, de quoi il s'agit? Qu'est-ce qu'un smart contract? Alors, en fait, DirectAct, toujours dans la réflexion, qu'est-ce que ça pouvait nous apporter KG Secure à des huissiers commissaires de justice et par rapport à ce que faisaient des concurrents,
on s'est demandé qu'est-ce qu'on peut faire. Est-ce qu'on peut faire une plateforme qui, dans un premier temps, va faciliter les professionnels du droit ou même les particuliers pour faire signifier leurs documents. Donc c'est comme ça qu'est née l'idée de DirectAct. DirectAct, en fait, est un smart contract. Donc c'est une plateforme qui tourne sur le serveur de l'association Caliact, qui est relié à la blockchain KG Secure, qui permet en fait, de dispatcher les actes aux huissiers territorialement compétents. Mais tout ceci avec la sécurisation de la blockchain, c'est-à-dire que là encore, il y a la trace que l'acte a bien été envoyé aux confrères territorialement compétents. On ne peut pas dire on n'a pas bien reçu l'acte, si c'est un dernier délai. Donc la personne qui est cliente, qui est requérante, a un avantage parce qu'il y a une trace de l'envoi et de la réception du document par l'huissier territorialement, le commissaire de justice territorialement compétent. Et ensuite, lorsque l'acte est signifié, le requérant peut le consulter, il est stocké dans la blockchain KG Secure, le télécharger. Alors ça c'est en fait, j'avance un peu dans le futur, mais il faut imaginer dans le futur cette technologie, parce que pour moi la technologie blockchain c'est la première marche de l'escalier. La deuxième marche c'est l'intelligence artificielle, donc là on va faire un peu de science-fiction avec DirectAct. On va imaginer qu'on est dans 10 années prochaine, donc en 2033. Dans ce cas, je suis avocat à Paris, je veux faire signifier un acte, imaginons à Aix-en-Provence, j'utilise la plateforme DirectAct, blockchain plus intelligence artificielle. Dans ce cas, l'acte sera envoyé automatiquement à Michel Coutan, mais Michel Coutan même quasiment ne le verra pas parce qu'il y a sa clé numérique de signification qui sera intégrée dans cette blockchain. Il sera signifié, imaginons, à Monsieur Martin qui habite Aix-en-Provence, qui lui aura accepté les significations électroniques, il aura accepté l'acte, il sera retourné. Tout ceci aura été fait en quelques secondes avec l'intelligence artificielle. Donc c'est un projet à la fois, pour l'instant, j'allais dire, on débute dans DirectAct. Il y aura des problématiques juridiques qui vont devoir être en quelque sorte purgées, réfléchies, parce qu'il y aura certainement des débats qu'on devra avoir avec la chancellerie, le ministère de la Justice, pour voir s'ils acceptent. Mais comme le produit va être ouvert à l'ensemble des logiciels d'huissier commissaire de justice, je pense qu'à la fin, ça sera quelque chose qui fonctionnera d'une manière très très correcte. Donc là, on était dans la science-fiction. On reviendra d'ailleurs plus tard sur l'intelligence artificielle. Au début de l'entretien, on disait que la blockchain était apparue comme une technologie capable justement de remplacer nos tiers de confiance. Mais en fait, quand on écoute des jurys spécialisés dans le domaine, on s'aperçoit d'un aspect, c'est qu'en fait, la blockchain est dite aveugle. C'est-à-dire qu'elle a la capacité de certifier l'existence de son contenu, mais elle n'a pas la capacité d'évaluer la qualité et la véracité de ce contenu. Et c'est d'ailleurs sur ce point que on peut parler de réintermédiation justement des tiers de confiance, qui pourraient jouer le rôle, alors on appelle ça des oracles, qui pourrait jouer le rôle d'oracle pour justement contrôler l'information entrante sur une blockchain. Donc, est-ce que vous êtes familier du coup avec cette notion d'oracle? Et est-ce qu'on peut considérer d'ores et déjà qu'à travers vos activités respectives, avec KG Secure et avec monjuridique.infogreffe, est-ce qu'on peut considérer que vous êtes d'ores et déjà des oracles de la blockchain? Je vais répondre sur la question des oracles. Je voulais rebondir juste avant sur le propos de Michel Coutan. Alors, moi, je suis, pour le coup, je pense que ça va arriver beaucoup plus rapidement que dans 10 ans. Aujourd'hui, il y a une notion, alors, qui n'est pas encore totalement développée, mais peut-être que l'Institut Portalis pourra s'en saisir dans sa prochaine newsletter. C'est la présence numériquement et juridiquement opposable. C'est un sujet qui, moi, me paraît très intéressant, puisque c'est la possibilité de notifier, et donc demain de signifier, avec les nuances que le Code des procédures civiles nous offre, des actes de façon dématérialisée. Donc, pour le coup, ça changerait quand même pas mal de choses que de pouvoir notifier ou de signifier des actes à une personne. Est-ce que la technologie blockchain est la technologie
qui va permettre de faire ce bond? Probablement. Probablement. Est-ce que ça va être centralisé? Très probablement. Est-ce que l'État ou des instituts déjà implantés, organisés, réglementés vont être les nœuds? Probablement. Et donc, je crois que ça pour le coup, ça va arriver beaucoup plus rapidement que prévu, avec évidemment la fracture numérique qui devrait être prise en compte, mais la blockchain permettra effectivement de s'assurer qu'il y a bien une transaction, donc une livraison d'un acte. Et je crois que les huissiers, à mon avis, ont vocation à participer à cette évolution qui relève, à mon avis, d'une modernisation attendue par l'ensemble du peuple français. Je crois qu'on ne va plus, à mon avis, être uniquement dans la signification papier. On pourra accepter une signification électronique. Et je crois que cette signification électronique, elle aura le mérite de faire déplacer un peu moins les huissiers, de réduire votre empreinte carbone qui doit être absolument considérable et d'éviter de tuer autant d'arbres, d'abattre autant de forêts. Mais bon, je dis ça je dirais, c'est très anecdotique par rapport aux enjeux. Je crois que ça, c'est important. Je réponds maintenant sur la question des oracles. Donc les oracles, il faut quand même préciser aux personnes qui pourraient être susceptibles de nous regarder. Les oracles, c'est finalement la possibilité offerte à un tiers de déterminer un événement qui est indéterminable lorsqu'on rédige le contrat, qui peut être un smart contract, qui souvent n'est ni intelligent ni un contrat, mais toutefois qui peut être défini. Donc c'est-à-dire on définit ab initio une règle suivant laquelle, en cas de difficulté, nous nous en remettrons à un collège composé de maître Coutan, de maître Dubuc, de maître Franck. Les trois décideront à la majorité quelle sera la décision qui sera prévue, laquelle sera enregistrée sur la blockchain. L'oracle, finalement, c'est ça. L'oracle, ça peut être Météo France qui va déterminer l'indice de pluviométrie dans le cadre d'un contrat d'assurance au terme duquel les agriculteurs ont décidé de s'assurer. Et donc, le contrat va s'auto-exécuter parce qu'on aura pris à nouveau comme référence Météo France qui va donner une indication au contrat. Ça peut être effectivement demain une juridiction arbitrale. Donc là, la notion d'oracle, elle fait, comment dire, elle fait naître une question un peu plus générale. C'est la fusion, quelque part, du droit et des mathématiques. C'est dans quelle mesure on va pouvoir réaliser un codage, ou en tout cas un algorithme. Alors l'algorithme, il est souvent très mal vu des juristes parce qu'on a l'impression qu'on les chasse un peu de leur terre naturelle, mais dans quelle mesure on va pouvoir définir et objectiviser presque toutes les notions du droit des contrats. Je suis prêt à prendre le pari que l'on peut y arriver. Parce que finalement, un contrat de vente, c'est A qui s'engage à vendre à B, C à tel prix. Une promesse de cession, ça peut être objectivisé. Un pacte de préférence, ça peut être objectivisé. Une clause d'imprévision, ça peut être objectivisé. C'est-à-dire qu'il y a l'influence des ratios en droit du contrat est absolument majeure et a été observée par la doctrine depuis plusieurs années. Donc la question de savoir est-ce que on va arriver à objectiviser les contrats, est-ce qu'on va utiliser un langage qui sera compris demain tant par les juristes que par les ingénieurs, à mon avis, je pense qu'on va y arriver à cela. C'est d'ailleurs la notion de contrat ricardien, qui est une notion souvent méconnue des juristes, mais qui est un contrat qui est compréhensible tant par le juriste que par l'ingénieur. Est-ce que ces contrats-là vont intégrer une clause de résolution des litiges où un tribunal arbitral va pouvoir être saisi par voie de notification et rendre une sentence qui va être écrite sur la blockchain? Ça ne m'apparaît pas excessivement problématique ni difficile techniquement à mettre en place. Maintenant, est-ce que les avocats vont, je dirais, être des oracles? Pourquoi pas? C'est possible. Toujours est-il qu'il faut quand même se méfier de la mission qui peut être contractuellement prévue et l'intérêt de passer par un contrat informatique. Là-dessus, je n'ai pas de religion. Peut-être que dans 20 ans, ce que j'y dirai là sera totalement obsolète et que tous les contrats seront informatisés ou codés ou algorithmés. Peut-être qu'on n'y arrivera jamais.
Là aussi, il faut faire attention à une forme d'hubris et penser que les avocats vont devenir demain des oracles. J'en sais rien. Est-ce que c'est le rôle de l'avocat de trancher un litige? A priori, non. Sauf si l'avocat est arbitre. Est-ce que c'est le rôle de l'avocat de déterminer ou de s'assurer de l'exécution d'un accord? Là, pour le coup, les commissaires de justice aussi peuvent avoir ce rôle. Je pense aussi aux mandataires judiciaires, aux administrateurs. Nous, maintenant, on a souvent des clauses de commissaire à l'exécution de l'accord. Est-ce que ça va être aujourd'hui la définition de l'oracle? C'est pas impossible. Je crois que ça laisse entre guillemets ouvert un champ, qui est un champ aujourd'hui très prospectif, où à nouveau les tiers de confiance vont pouvoir être les personnes que l'on va interroger dans l'hypothèse où. Voilà. Et cette hypothèse où n'aura de limite que celle de l'imagination, liée à l'imagination des concepteurs, à nouveau des projets, des produits, des contrats. Et je crois que là, pour le coup, il ne faut pas se limiter, parce que voilà, les faits ont beaucoup plus d'imagination que le droit. Maître Coutan. Alors, nous, en ce qui nous concerne, on est en train de travailler sur un projet à ce niveau-là, notamment sur une société qui a approché la blockchain KG Secure au niveau des données personnelles. Alors, données personnelles, c'est très vaste d'un individu, ça va être ses données médicales, mais notamment, par exemple, sa majorité, son âge. Alors, tout ceci serait contrôlé par un oracle qui serait à la base un commissaire de justice, qui rencontrerait Monsieur Martin. Monsieur Martin on vérifierait donc physiquement son dossier, hein, et par exemple, on va donner l'exemple de sa majorité par rapport à ses papiers d'identité. Et dans ce cas, ça permettrait après à Monsieur Martin d'avoir une identité sans définir qui il est. Et on va vous donner un exemple très concret, c'est notamment, par exemple, pour accéder à des sites à caractère pornographique, où on demande maintenant la vérification de la majorité, des 18 ans. Ça permettrait à Monsieur Martin de ne pas dévoiler qu'il est Monsieur Martin, mais que par contre, il respecte bien la légalité, la loi, pour accéder à ce site. Donc ça, c'est une société commerciale qui est en train de travailler là-dessus et qui nous a demandé, qui a demandé à KG Secure éventuellement de travailler sur la question. Donc là, il y aura un commissaire de justice qui, à la base, vérifierait bien la réalité des informations qui seraient insérées dans la blockchain, mais qui ne seraient visibles que par la personne qui les a entrées. Et par contre, il pourrait utiliser ces informations qui seraient anonymisées pour entrer sur des sites particuliers ou faire d'autres choses. Voilà. Mais le rôle aussi des huissiers est important par rapport à ce qu'on va mettre aussi dans la blockchain, des commissaires de justice, puisque une entreprise peut nous dire, voilà, je veux mettre tel document et qu'on vérifie que ce document est bien mis dans la blockchain par nos soins, notamment, hein, de KG Secure. On a quelques demandes des confrères, notamment sur Toulouse, membres du réseau, font beaucoup ça. C'est-à-dire qu'ils ont des clients qui leur apportent des documents, qui leur demandent d'authentifier le document et que le confrère mette le document dans la blockchain, ce qui permet de déterminer que ce document a bien été mis tel jour à telle heure avec l'empreinte H du document. D'accord. Du fait de son caractère décentralisé, la blockchain pose des difficultés en matière de gouvernance. En effet, si l'on prend l'exemple du notaire dont la responsabilité est engagée en cas de malfaçon d'un acte authentique, sans tiers de confiance, les utilisateurs se retrouvent à supporter eux-mêmes le risque. Que pensez-vous de ce problème de gouvernance et de responsabilité? Là encore, la qualité d'oracle attachée au tiers de confiance pourrait-elle solutionner le problème? Et faut-il à ce propos distinguer les blockchains privées des blockchains publiques? C'est une question très large. Une excellente question, ça ne m'étonne pas de vous, mais une question très large. D'abord, le premier point, c'est le lien entre la blockchain et la gouvernance. Aujourd'hui, il y a beaucoup de projets, et c'est un des grands chantiers en ce moment de la blockchain, c'est de pouvoir organiser finalement, de constituer des organisations dites décentralisées. D'abord, ça relève d'une logique politique au sens grec, où les fondateurs ou les membres du réseau
peuvent finalement définir de prime abord un contrat et peuvent participer de façon très démocratique à l'évolution de cette communauté. Il est évident que la blockchain est naturellement une technologie qui peut répondre à ce souhait-là. Et en cela, on arrive à créer ce qu'on appelle des DAO, des organisations décentralisées, où des membres finalement peuvent petit à petit s'organiser, se créer, recréer, se disperser. Et tout cela, à nouveau, n'a d'imagination que, à une limite qui est liée à l'imagination des concepteurs. Maintenant, est-ce que les DAO peuvent, entre guillemets, sont solubles dans le droit? On n'en sait rien. On n'en sait strictement rien. La question des notaires et finalement de la responsabilité des notaires me paraît être une question intéressante, mais qui là aussi relève aujourd'hui un peu de la science-fiction, puisque les notaires n'ont pas aujourd'hui à constituer des DAO. Alors peut-être qu'ils vont s'emparer du sujet. Même les avocats, nous on a quelques dossiers de DAO, on a élaboré quelques schémas, mais toujours est-il que entre élaborer des statuts d'une organisation décentralisée et assumer la responsabilité des choix de la gouvernance en fonction, qui sera celle des membres qui ont été identifiés par le réseau, je dirais le rédacteur d'acte a une responsabilité qui est liée à l'efficacité de son acte. Donc, je crois que là, il faut distinguer, je dirais, la formation de l'exécution du contrat. Et nous, on a assuré que la formation est conforme au droit, et la décentralisation est une des options qui est parfois offerte à certaines organisations, à nouveau un peu innovantes, un peu décentralisées. Donc, sur le choix, en revanche, si on arrive, si on identifie la blockchain comme étant une des solutions et qu'on veut une organisation décentralisée, parce qu'il y a deux conditions cumulatives pour réussir cet objectif. On arrive effectivement au troisième choix qui est quelle blockchain. Et dans quelle blockchain, on a une dichotomie entre les blockchains dites publiques ou les blockchains dites privées. La blockchain dite publique, c'est celle où les transactions finalement sont validées par des mineurs. Et les mineurs peuvent être à peu près n'importe où, et c'est eux qui centralisent les informations et qui offrent une puissance de calcul permettant de résoudre une équation mathématique. Et en contrepartie de la mise à disposition de cette puissance de calcul, ils ont des tokens qui leur sont attribués à nouveau par le concepteur, souvent avec une règle qui est identifiée dans le livre blanc. La blockchain privée, c'est autre chose. On n'a pas de mineurs, on a des nœuds. Et les nœuds, effectivement, ce qu'expliquait Michel Coutan, peuvent être ceux qui se sont proposés dans le réseau, avec une règle là aussi qui dépend de ce qui a été convenu ab initio. Il y a une grande différence entre la blockchain publique et la blockchain privée, parce que précisément, la blockchain privée, en général, est beaucoup moins consommatrice d'énergie, sauf si la blockchain publique on utilise peu parce que, en l'occurrence, Ethereum a changé, on est passé du Proof of Work au Proof of Stake. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il y a des blockchains publiques qui sont moins énergivores qu'avant parce qu'elles ont entamé une mutation ou parce qu'elles sont structurellement moins énergivores. Les blockchains privées, en l'occurrence, on n'a pas cette problématique énergétique. Une autre différence, c'est que la blockchain privée, je dirais, stocke les informations de façon privée, a priori, même si la résilience et la robustesse du réseau en général n'est que très rarement mise à défaut, puisque en l'occurrence dans l'exemple que citait Maître Coutan, il fallait hacker au même moment 60, 70 ou 80 études d'huissier au moment, ce qui est techniquement relève d'une quasi-impossibilité. Après, là aussi, on rentre dans un débat qui est un débat un peu ésotérique pour nous les juristes, mais un débat de techniciens, où selon les blockchainers, il n'y a que de réelles blockchains dans la blockchain publique, et que la blockchain privée, c'est jamais qu'une organisation de sombres juristes qui essaie de contourner un peu la technologie. Bon. En revanche, il y a des vraies questions de droit qui se posent. La vie privée, d'abord, est-ce que la vie privée est compatible avec une blockchain publique? Quelles sont les informations que l'on va retranscrire dans une blockchain publique? Sont-elles compatibles avec la vie des affaires, enfin en tout cas le secret des affaires, qui est le corollaire de la vie des affaires? Donc on a là aussi une problématique. Est-elle conforme au RGPD, dans la mesure où l'information stockée deviendra immuable? Qu'en est-il du droit à l'oubli? Donc finalement, on a là aussi des questions de droit
qui jaillissent lorsqu'on a à trancher cette question. Maître Couteau. Quelques précisions par rapport à l'expérience KG Secure. Donc nous sommes dans une blockchain privée. Comme l'a à juste titre dit Maître Dubuc, en termes écologiques, mais c'est un débat qu'il y a eu avec notamment le protocole Bitcoin. Bitcoin qui est la blockchain publique, une des plus connues, j'allais dire, au monde, c'est que nous, on est très peu consommateurs d'énergie. Mais c'est un élément très important parce que ça a été très critiqué. Notamment, vous avez des régions en Chine, vous avez des images satellites où ça produit de la chaleur tellement ces ordinateurs qui minent consomment de l'électricité. Il y a même des régions en Chine où on a voulu les interdire. Sans rentrer dans des anecdotes, mais c'est vrai qu'on arrive à déterminer des lieux de minage grâce à de l'infrarouge la nuit. On arrive à déterminer ces endroits où... Donc nous, on n'a pas ce problème, on est sous un protocole Ledger avec une solution qui a été développée qui s'appelle Isis Puro, qui permet de très peu consommer d'énergie. Et notre blockchain privée, l'énorme avantage, c'est qu'en la créant, on a fixé un peu nos règles. Et c'est ça qui est assez intéressant. Donc les règles, quelles sont-elles? La première règle, c'est que les documents que chaque nœud intègre dans la blockchain sont cryptés. Mais en fait, donc, dans notre serveur, qui est multiplié en fait en 4, ça c'est des questions de sécurité, et après c'est les empreintes hash qui sont envoyées sur les autres nœuds de la blockchain, ce qui a pour avantage de garder une confidentialité totale, d'une part par le cryptage et d'autre part parce que les autres nœuds ne reçoivent que l'empreinte hash, c'est-à-dire la signature du document déposé, et ce qui permet que justement des entreprises privées qui seraient concurrentes dans la vie quotidienne puissent utiliser la même blockchain. Voilà. Que dire d'autre? Je crois que... Du coup, on va pouvoir parler un peu des NFT. C'est un sujet dont on a beaucoup entendu parler ces derniers temps. Et notamment, vous le disiez, dans l'univers de l'art. Mais est-ce que justement les NFT peuvent avoir, c'est sûr, mais quels usages justement et quelles utilités elles peuvent avoir dans notre univers juridique? Est-ce que vous pouvez nous dire un mot là-dessus, sur ces NFT, par exemple aussi distinguer entre les différents tokens, la nature des tokens, et du coup leur utilité justement pour nous, les juristes, les professionnels du droit? Je commence. Oui. Alors, sur les NFT, d'abord, il faut se méfier, à mon avis, d'envisager les NFT comme une qualification juridique unique. Et comment finalement on encapsulerait finalement des figures juridiques traditionnelles dans une enveloppe que seraient les NFT. En fait, les NFT, c'est des jetons qui ont a priori une propriété, celle d'être unique. Et ça peut être assimilable à un certificat d'authentification d'une œuvre. Ça peut parfois être une œuvre aussi. Ça peut parfois encapsuler un contrat dit intuitu personae. Ça peut encapsuler éventuellement le statut de membre d'une association. Donc, je pense que d'abord, et ça peut encapsuler éventuellement des flacons qui sont édités à un nombre limité. Finalement, l'objet des NFT, alors pourquoi les NFT sont arrivés? Parce qu'on s'est rendu compte que dans l'histoire de la blockchain, on a eu les ICO, on a eu les STO, on a encore les equity tokens, qui est une formule un peu maladroite, puisque ce ne sont jamais que des titres en capital qui sont encapsulés dans une enveloppe numérique qui circule sur un registre distribué. Et on a à chaque fois des variants. Et on s'aperçoit en réalité que chaque fois que le droit s'approche trop de l'innovation, l'innovation mute. Et en réalité, on a fait des ICO. Dès que le droit a commencé à qualifier les ICO, on a fait les STO. Dès que le droit a commencé à s'approprier les STO, on a changé, on a fait l'equity token. Et ensuite, on a fait du NFT. Pourquoi on a fait du NFT? Parce que tout simplement, on a souhaité vendre de la rareté. On a voulu créer de la rareté, et c'est vrai que l'objet des NFT, c'est précisément de pouvoir réaliser des transactions sur
des jetons qui sont uniques. Ça, il faut bien comprendre la définition. Ensuite, qu'est-ce que ça a comme utilité? On l'a évoqué avec quelques exemples que je viens de citer. Est-ce que juridiquement, ce sont des actifs numériques selon la loi Pacte? Ce n'est pas aujourd'hui clair. Fiscalement, ça peut être considéré comme des biens meubles incorporels. Ce n'est pas l'avis de certains civilistes qui considèrent que ça ne peut pas être un bien meuble corporel parce qu'il n'y a pas un droit sous-jacent. Il y en a qui disent qu'il faut faire une analyse un peu au cas par cas parce qu'il y a certains NFT qui accordent un droit sous-jacent et d'autres non. Il y a certains, et c'est d'ailleurs la réglementation MiCA qui va sortir au premier trimestre 2024, qui considère que les NFT ne sont pas considérés comme des actifs numériques, sauf s'ils sont fractionnés et s'ils sont émis de façon massive. Et dans ce cas-là, il y a une logique spéculative. Et dans ce cas-là, ils rentrent dans les actifs finalement numériques. Et donc dans ce cas-là, le NFT devient fongible. Ne m'expliquez pas, on n'est pas la logique sous-jacente, mais donc il faut faire attention, je dirais, à ce qui relève de l'authentification d'œuvres d'art. Est-ce qu'une carte grise est une NFT si elle est digitalisée? Probablement. Est-ce que être membre de l'association Portalis, c'est qu'on associe ça à un certificat d'authenticité, est-ce que c'est un NFT? Pour moi, c'est simplement le statut associatif et le fait d'être membre qui est encapsulé de façon numérisée. Est-ce que c'est un NFT? Probablement, mais est-ce que le NFT a des propriétés juridiques distinctes du simple droit d'association? Je ne pense pas. Est-ce que des actions de préférence dans une SAS qu'on encapsulerait, qu'on ferait circuler sur un registre, c'est des NFT? Sur le plan de la fongibilité, oui. Sur le plan du droit, est-ce qu'on va rentrer dans une autre qualité juridique parce qu'on aura créé cela? Je suis presque sûr du contraire. Donc je crois qu'il là aussi, c'est un peu, on retombe un peu vers ce qu'on avait dit au début. Est-ce que la technologie parfois n'est pas un peu prétentieuse à refaire un peu la roue et à revenir vers des qualifications qui sont les qualifications historiques? Je ne suis pas loin de le penser. Donc en revanche, est-ce qu'on peut authentifier les bouteilles de vin? Oui. Est-ce qu'on peut effectivement créer de la rareté en permettant à certaines personnes d'accéder à un club privé et au lieu de montrer une carte, on montre un téléphone qui scanne? Oui. Est-ce que ça apporte quelque chose d'extraordinaire? C'est à relativiser. Est-ce qu'on peut créer une œuvre numérique? Oui. On pouvait le faire aussi avant. Est-ce qu'en revanche, on peut attacher un certificat qui est justement matérialisé par ce NFT? Là, pour le coup, c'est facilité, mais on se rend compte qu'il y a des faux NFT, qu'il y a une logique de contrefaçon des NFT qui sont censés protéger les œuvres. Je rappelle qu'il y a un faux Banksy qui a été vendu plus d'1 million d'euros sur les plateformes. Donc, à nouveau, je crois qu'il faut faire un petit peu attention, à mon avis, à l'impérialisme technologique. Tout dépend de ce qu'on encapsule. Qu'est-ce qu'on encapsule? Est-ce qu'on encapsule un titre de créance? Est-ce qu'on encapsule un bien corporel? Est-ce qu'on encapsule un certificat d'immatriculation? Est-ce qu'il faut créer finalement un qualificatif sous-jacent? Peut-être. Est-ce que le qualificatif de NFT doit chasser la qualification originelle? Je ne le crois pas. Maintenant, il y a des problématiques réglementaires qui s'appliquent si vous émettez des fractions d'actifs de type NFT dans une logique spéculative. Ce ne sont plus des NFT, nous dit le régulateur, puisque la réglementation MiCA est déjà sortie, même si elle n'entrera en vigueur que dans environ 18 mois. Et donc là, il faut être attentif à cela. Maître Coutan, est-ce que vous voulez ajouter sur les NFT, quoi ajouter moi, je le vois dans le domaine de la contrefaçon, ça peut permettre à un industriel d'assurer une certaine sécurité vis-à-vis des produits qu'il va réaliser. Alors, ça n'est valable que pour des produits de luxe, on va dire, de luxe important. C'est une réflexion qu'on avait eue au niveau d'horlogers suisses qui s'intéressaient justement à cette problématique, c'est-à-dire de lier à chaque montre qu'ils produisaient un certificat numérique sous forme de NFT et dont la vie était liée à la vie de la montre. Toute transmission de la montre nécessitait une transmission du NFT avec un droit de regard donc de l'horloger
sur la dite transmission du NFT. C'est-à-dire qu'il fallait passer par l'horloger, on va donner, enfin pas le nom, mais imaginons Rolex, c'est pas le cas. Hein. Chaque fois qu'il y avait une session d'une Rolex, s'il y avait un NFT attaché à la Rolex, il fallait que Rolex valide la session. Alors, je parle de Rolex, c'était pas ceux avec qui on avait réfléchi à la question, mais ils s'intéressent beaucoup maintenant, les horlogers suisses, notamment Rolex, aux ventes d'occasion de leurs montres. Ils rentrent à fond là-dedans, justement pour vérifier que ce sont des vraies montres. Et surtout, le deuxième point, et ça, l'actualité en a beaucoup parlé, pour éviter tout ce qui est vol, parce qu'on se rend compte maintenant que énormément de gens se font agresser lorsqu'ils ont une montre à leur poignée de valeur, notamment une Rolex. Ils se la font arracher et ça lui aura enlevé toute sa valeur. On sait très bien qu'une montre déjà de collection, il faut qu'il y ait la boîte, les papiers, le certificat, la montre bien sûr. Bon voilà, que quand il n'y a pas la boîte et les papiers déjà ça perd de valeur. Mais là si à chaque montre était attaché un NFT, centralisé donc par l'horloger qui serait un nœud d'une blockchain privée, qui éditerait donc ses propres NFT, qui les donne. Dans ce cas, il y aurait une sécurisation, on le comprend bien, des produits. Voilà. Mais en matière d'investissement, comme l'a très bien expliqué Maître Dubuc, je pense que là aussi les equity tokens ou même les utility tokens, ça c'est une notion qui est assez intéressante. L'utility token, par exemple, je suis Glacier Cours Mirabeau, je veux augmenter mon capital, mettre un peu de carburant dans mon entreprise, je lance une levée d'utility token, c'est-à-dire que chaque personne qui va acheter un utility token aura droit par exemple à une glace toutes les semaines gratuite. Ça peut être un usage que offre l'entreprise par exemple. Donc ça permet, j'allais dire, les equity tokens aussi en quelque sorte de financer, un peu comme ça n'a rien inventé, hein, comme un peu le crowdfunding, mais de financer des entreprises avec quand même une facilité après pour transmettre, ça donne une liquidité en fait. Quand je dispose d'un token sur par exemple une entreprise, ben, je peux plus facilement le céder que si c'est une action avec les conséquences que ça a au niveau des pactes, l'agrément des associés, enfin, tout ceci, on n'a pas cette problématique. Attention, on n'a pas les mêmes droits, hein, par contre, avec un token, comme le disait à juste titre Maître Dubuc, ça permet de ne pas voter, enfin, les droits sont limités. On a droit aux bénéfices, à une partie des bénéfices, mais pas forcément les droits de vote. Voilà. Bon, grâce à tous vos développements, on a eu beaucoup de points d'éclairage sur la blockchain, son influence sur vos professions, mais aussi les limites. Hein. On constate que c'est une technologie importante, mais qui, à elle seule, ne suffira pas à tout changer. Et c'est pour ça qu'on aimerait bien vous parler aussi de l'intelligence artificielle, et notamment de sa combinaison avec la blockchain. Puisque en ce moment on entend beaucoup parler de l'intelligence artificielle et en particulier, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais du fameux chat GPT là qui fait parler beaucoup de lui depuis un mois. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur l'intelligence artificielle de manière générale, sur sa potentielle combinaison avec la blockchain et sur les possibilités ou les risques pour vos métiers respectifs? Alors, juste un exemple sur les smart contracts. Les smart contracts, c'est des procédures automatisées qui tournent dans un serveur de la blockchain. Mais ce n'est pas intelligent. C'est automatisé. C'est, comme je dis, moi, quand j'explique comment est un smart contract d'une manière c'est dire, par exemple, je suis la SNCF, le train a 3 heures de retard, je rembourse de 20% le billet. C'est automatique. Et j'allais dire, c'est un programme bête. L'idée de l'intelligence artificielle, c'est justement de rentrer dans des programmes automatisés
de l'intelligence, de l'adaptabilité face aux situations. Le train avait 2 heures, mais il y a quelqu'un qui, par exemple, s'est jeté, s'est suicidé. Donc là, est-ce qu'on indemnise ou pas? Est-ce qu'on rentre dans le cas? C'est réfléchir à des problèmes pratiques et adapter en permanence la règle de base qui a été fixée. Donc on comprend bien qu'avec des procédures automatisées en intégrant l'intelligence artificielle, eh bien ça va pas remplacer l'homme, mais ça va quand même lui donner un bon coup de main. Voilà. Alors je ferai deux réponses. La première, je manque sans doute d'imagination, mais je ne vois pas aujourd'hui d'alliance sérieuse entre la technologie blockchain et l'IA. Aujourd'hui, en termes de cas d'usage. Hein. Mais à nouveau, j'ai pas une profondeur d'analyse peut-être suffisante, mais je n'ai pas vu de cas où aujourd'hui le deep learning, le machine learning, la récupération de données avec la technologie blockchain pourrait créer un usage dont on aurait besoin aujourd'hui. Je ne peux pas vous répondre là-dessus. En revanche, ça c'est ma première réponse. Ma deuxième réponse, c'est que la blockchain, à nouveau on l'a dit, offre des cas d'usage aux juristes, les constats d'huissier, l'horodatage, la signature, l'horodatage des actes, la signature électronique, le registre de mouvement de titres, les modes de financement, la classification comptable, on n'en a pas parlé, mais c'est assez important. Ça, ce sont des cas d'usage. L'intelligence artificielle, pour moi, permet d'améliorer l'aide à la décision. C'est l'équivalent du scanner du chirurgien. On ne se pose pas la question de savoir si le chirurgien va être remplacé parce qu'il va avoir un audit et une analyse excellente avec un matériel excessivement perfectionné qui va lui permettre d'avoir une visibilité très nette du corps qu'il a à opérer. Je crois que pour l'IA, l'IA sert à cela. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut assez facilement être aidé à la décision par l'IA, sous réserve de poser les bonnes questions, sous réserve à nouveau d'avoir bien analysé la situation et de faire ce qu'on appelle le dernier kilomètre, c'est-à-dire de comprendre exactement notre univers et d'identifier le comportement de nos interlocuteurs. Et là, effectivement, on va basculer dans une analyse, à mon avis, peut-être paradoxalement plus humaine, grâce à l'intelligence artificielle, où on ne va plus forcément être dans la rédaction de tâches répétitives, ingrates. Je crois que ça peut être délégué assez facilement à une IA qui va s'améliorer avec le temps et avec les données. En revanche, on va pouvoir choisir tel huissier parce qu'il travaille avec tel programme, on va choisir tel administrateur parce qu'il a une capacité peut-être à taper du poing sur la table plus importante qu'un autre qui est un peu plus méticuleux. On va pouvoir peut-être considérer que le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence est un peu plus généreux que son homologue de Marseille, et si on a une analyse fine des décisions, on va pouvoir effectivement faire du forum shopping entre les deux. On va pouvoir savoir qu'en 8e chambre A, on a un magistrat qui ne supporte pas les créances connexes et la compensation des créances connexes, et qu'il va falloir peut-être essayer d'être un petit peu pédagogue ou essayer d'attirer son attention sur une fraction de la jurisprudence. L'IA nous sert à ça aujourd'hui. Est-ce qu'elle va servir beaucoup plus que cela? J'en suis pas persuadé, sous réserve qu'on se positionne sur des contentieux ou des dossiers, à nouveau, qui nécessitent de réfléchir un petit peu. Il est évident que plus on va être sur des litiges ou sur des tâches qui sont automatisables, où finalement, une fois qu'on les a fait 3 fois, on peut les faire une 4e fois, l'IA comprend très vite cela. Et je crois que le risque, à mon avis, c'est effectivement de se positionner sur des domaines de compétences ou d'expertise où l'automatisation a un rôle. Et là, je crois que c'est compliqué. C'est déjà compliqué, hein. Alors, je ne fais pas de prospective. Il est évident qu'un dossier en droit bancaire, une assignation en paiement, il est évident qu'aujourd'hui, je ne pense pas que ce soit l'avenir du métier d'avocat. Bon, je vais peut-être faire hurler des confrères, mais c'est pas grave. Je prends le risque. Enfin, une dernière question avant de conclure. Selon vous, la blockchain est-elle un élément nécessaire au commissaire de justice et à l'avocat de demain? Nécessaire. Je crois que ce sont des outils et qu'il faut en faire un usage
intelligent, au service du justiciable. Je crois qu'un justiciable qui va effectivement pouvoir faire signer ou avoir une traçabilité des constats ou des actes, je crois que c'est dans son intérêt. Qu'on puisse certifier qu'on a accepté un devis, c'est dans son intérêt. Qu'il puisse accéder sur une plateforme à ses titres et les faire circuler et faire une inondation de capital beaucoup plus facilement, je crois que c'est dans son intérêt. Que l'avocat comprenne cela pour pouvoir conseiller ses clients, c'est un petit secteur, c'est un petit marché qu'il pourra offrir aux gens qui lui font confiance. On a pu s'en passer. Ce n'est pas vital. Ça permet d'augmenter certaines tâches et ça permet de prolonger, à mon avis, une expertise qui est déjà relativement naturelle. En ce qui me concerne, pour les commissaires de justice, je pense que c'est utile parce que on a entendu parler, enfin ces dernières années, de tout ce qui est enfin j'appelle ça un mouvement, mais le fake, la fake news, le document fake, trafiqué. Or, l'avantage de la blockchain, avec un officier public et ministériel qui produit le document, donc là, on va parler d'un commissaire de justice, mais ça peut être aussi un notaire. Donc le notaire ou le commissaire de justice produit un document, il le met dans la blockchain, le document devient infalsifiable. Donc ça, c'est un intérêt que nous n'avions pas. On s'est rendu compte des fois que des constats étaient découpés, enfin je parle il y a une vingtaine d'années, hein, pour enlever des passages. Tout ceci est impossible avec la blockchain. Donc pour nous, c'est une bonne chose. Le document qu'on met est un document qui a une forte valeur en tant qu'officier public et ministériel. En le mettant dans la blockchain, on assure son côté infalsifiable. Donc ça, c'est un élément, pour moi, c'est un apport, concrètement. Merci à tous les deux. Merci à vous. On va conclure cet entretien. Merci pour vos développements, c'était vraiment très intéressant. Je pense d'ailleurs qu'au-delà du fait que vous nous avez permis à nous, et puis plus généralement aux gens qui vont nous regarder, de nous éclairer sur cette notion qu'est la blockchain, vous avez peut-être certainement créé des vocations, donné envie à des juristes de s'y intéresser davantage. Donc merci à tous les deux. Merci. C'est coupé.